le deuxième point, c'est la réglementation pour les pharmaciens d'officine. Hein, et enfin, les webinars qu'on organise régulièrement avec tous les intervenants dans cette crise. Alors, Rahmini, pour rappel, est une initiative de professionnels de la santé qui a pour vision de protéger, la santé des concitoyens en limitant donc forcément la propagation donc les plus pertinentes, destinées à freiner donc la propagation à l'endroit des professionnels de la santé, mais aussi du grand public. Donc autour de cette initiative, le grand public, et un moyen de transmission de recommandation pour les professionnels de la santé, mais aussi pour le grand public. Hein. Donc, avec plus de 70 publications, il faut savoir qu'on a plus de 70 publications entre des articles, des conceptions, des vidéos et des stats. Nos réseaux sociaux sont toujours présents pour faire passer le message, donc je vous invite à chaque fois à les liker, parce que vous savez que c'est plus on like, plus du coup, ces informations seront donc visibles pour plus de personnes. On a aussi des vidéos donc, ont pour mission l'information, la vulgarisation de l'information scientifique, la transmission des messages clés ou la population générale de manière la plus claire et la plus précise, hein, telle que l'importance des gestes barrières, la distanciation spatiale dans la lutte contre Covid. On a fait pour ce faire plusieurs vidéos, Covid-19, définition simple de la transition, les mythes et réalités, la chasse aux fake news, et enfin la suspicion du Covid, les conduites à tenir. D'ailleurs, sur le site, vous avez la symptomatologie Covid, qui peut être très utile, vous pouvez faire de l'autodiagnostic quelque part. Et enfin, pourquoi est-il important de se confiner? Parce qu'il faut comprendre l'intérêt du confinement pour pouvoir, si vous voulez, l'appliquer donc, il faut savoir qu'on est au 6e webinaire. On a vu, au fait, le premier webinaire, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, vers mars, hein, le mi-mars, quelque chose comme ça. Donc, qui portait sur le Covid-19, la gestion de la pandémie à travers le monde, quelle serait la candidature pour l'Algérie. Donc, on était au début de cette pandémie. Ensuite, on a fait un deuxième webinaire, on avait parlé de l'impact de cette pandémie sur le système de santé, sur l'Algérie en particulier. Le troisième webinaire qui a porté sur le traitement, donc on a parlé de la chloroquine et des autres traitements. Le quatrième webinaire porté sur la démarche diagnostique du Covid-19. Le cinquième porté sur la contribution de l'université dans la lutte contre le Covid-19. On a vu comment les universités se sont alliées. Et enfin, donc,
comme modérateur pour cette session. Donc, on donne la parole maintenant au docteur Rapidement, les perspectives qu'on a, c'est ouvrir la boîte de réception, c'est les perspectives qu'a la plateforme, ouvrir la réception pour recevoir des interrogations éventuelles quant à la pandémie. Donc, c'est un but. On veut voir une boîte de réception dans laquelle on reçoit toutes ces demandes, organiser des séances QA, donc questions-réponses, etc., pour avoir le degré de compréhension du webinaire sur page Facebook. Faire des recommandations pour accompagner le déconfinement, parce qu'il faut y penser dès maintenant pour le déconfinement. L'ouverture d'une chaîne podcast et webcast pour réaliser des débats sur l'actualité Covid. Et enfin, pour ce faire, on appelle à tous les jeunes, tous ceux qui sont intéressés, les moins jeunes aussi, les designers, les community managers, les concepteurs de vidéos, des web développeurs, des médecins, les pharmaciens, les étudiants, pour nous rejoindre et rejoindre la plateforme Ahmini. Donc, je vous invite au nom du professeur Djidjik, président de la Fédération algérienne de pharmacie, de rejoindre cette équipe jeune et très dynamique. Et je vous invite donc à écrire sur le lien contact@ahmini.org. Voilà, c'est terminé. Merci, désolé, je peux pas terminer. Donc voilà. Merci beaucoup pour la question. On espère que le professeur Djidjik pourra nous rejoindre. Voilà, pour régler son problème de connexion et d'Internet. Donc la parole sera donc à Dr Abdelkrim Touahria, président du Conseil de l'Ordre et membre du Conseil scientifique du suivi du Covid-19. Donc, Dr Abdelkrim, donc, ça vaut la parole. Merci, Dr Boudis. Bonsoir tout le monde. Et merci donc au comité de la fédération. Et éventuellement tous les professionnels de santé. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge, dans la gestion du Covid-19. Et je vais me limiter aujourd'hui, vu le temps qui nous est imparti. Donc, je vais me limiter à parler de quelques chapitres. Donc, j'ai organisé mon intervention en 4 chapitres. Donc, dans le premier chapitre, si vous permettez, je vais partager. Très bien. Est-ce que vous ça va venir. Ça va venir. Parfait. Vous l'avez partagé Oui, en principe, oui. C'est bon. Et je pense qu'il faut. Attendez. Il faut confirmer. Je donne la main pour confirmer. Ok, c'est en train de se faire. Voilà. Bon. Très bien. Donc, sans plus tarder, parfait. Vous avez tous donc le rôle du pharmacien d'officine dans la gestion de la crise Covid-19. Alors, le pharmacien, comme d'habitude, il répond toujours présent aux grands défis des crises sanitaires, notamment, on a vu des tremblements de terre, des inondations, on a eu aussi dans le passé des épidémies qu'on a eu à gérer. Et donc, le pharmacien d'officine a toujours un souci de répondre pour mettre l'accessibilité et aux populations juste de crise. Et en ce moment, nous sommes aussi présents pour gérer cette pandémie de Covid-19. Donc, le rôle du pharmacien est notamment dans il doit jouer un rôle pour réduire les risques de contamination en protégeant à la fois les patients, mais aussi le personnel lui-même et le personnel de la pharmacie. Donc, pour cela, il doit prendre un certain nombre de mesures pour atténuer justement les risques de contamination au Covid-19 au sein de la pharmacie, en s'appuyant sur des avis et des recommandations. Et ces recommandations, c'est des recommandations qu'on
qu'on voit tous dans les organismes compétents, des organismes internationaux, tels que l'OMS. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure, je vais intervenir sur trois chapitres, notamment les mesures, donc m'étaler sur les mesures qu'on prend au niveau de nos officiers, notamment en formation, en matière de... Ça nécessite toute une réorganisation en cette période d'épidémie de Covid-19, une réorganisation que ce soit à l'extérieur de la pharmacie, donc l'accueil, ou à l'intérieur de l'officine. Il y a aussi le nettoyage et la désinfection qui est un chapitre très, très important où on doit expliquer aussi comment doit se faire la désinfection, le nettoyage des surfaces de l'officine. Et ensuite, j'ai vu dans l'introduction de ce webinaire, on souhaitait parler des réformes du système de santé, donc on va essayer de dire quelques phrases sur les réformes qui seront engagées dans les jours, dans les semaines, voire les jours à venir, et on va conclure. Voilà, donc essentiellement mon intervention pour cette soirée, ce webinaire. Donc les mesures, il y a la formation qui est très très importante au niveau de l'officier. Donc il faut mettre notamment sur la formation sur la prévention et le contrôle de l'infection. Il faut former tout le monde. Quand je dis tout le monde, y compris la femme de ménage, c'est très très important. Sur l'accueil et l'orientation, sur le nettoyage et la désinfection. Donc il faut faire la distinction entre le nettoyage, il y a un protocole pour le nettoyage et il y a un autre protocole pour la désinfection. Alors, donc les mesures, il y a toute une réorganisation, je disais la réorganisation de l'officine, il y a une organisation à l'extérieur de l'officine, donc au point d'accueil, et l'organisation à l'intérieur de l'officine. À l'extérieur, donc il faut équiper les points d'entrée de l'officine par un dispositif de distribution, de moyens de désinfection que vous connaissez tous. Usuellement, on utilise des gels hydroalcooliques à défaut d'eau et de savon, et les solutions hydroalcooliques. Il faut aussi trier les clients qui se présentent à la pharmacie, c'est-à-dire trier les clients du point de vue sanitaire, donc les personnes qui se présentent au niveau de la pharmacie, il faut, avant leur introduction dans l'espace de l'officine, à l'intérieur de l'officine, il faut un entretien avec ses clients, un questionnaire à mettre en place. Est-ce qu'ils ont voyagé? Est-ce qu'ils ont température élevée, etc. Et éventuellement, si on a les moyens de prendre la température, en principe, dans l'officine, on a tous des thermomètres frontaux. On peut effectivement, si quelqu'un a des symptômes, prendre sa température. Et à ce moment-là, si on tombe sur quelqu'un qui a une fièvre, il faut un entretien individuel, bien évidemment, dans un espace isolé pour éviter pour respecter la distanciation physique et éviter de contaminer si éventuellement cette personne est susceptible d'être Covid positive. Et puis, il y a la présence au point d'entrée d'une personne. Donc, il faut dédier une personne pour faire ce travail de tri et de contrôle de l'accès à l'intérieur de la pharmacie, qui est indispensable pour coordonner le travail en temps réel avec le reste du personnel qui, lui, est à l'intérieur pour recevoir les clients. Le pharmacien et le personnel affecté, et la personne affectée au tri, ils doivent interroger systématiquement, ce que je disais, les personnes susceptibles d'être Covid positives ou à risque de l'être, afin de les extraire de la file d'attente, si éventuellement il y a une file d'attente, identifier les besoins de la personne. Là, c'est voir pour éviter des attentes
on va dire, des attentes qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des personnes qui viennent juste chercher un savon ou un produit parapharmaceutique ou un produit d'hygiène corporelle. Donc, ce n'est pas nécessaire de les faire attendre. Donc, c'est un peu la répartition et le tri des clients qui viennent nous solliciter au niveau de nos officines. Il y a aussi la sensibilisation des patients sur les mesures à prendre et à respecter à l'intérieur de la pharmacie. Exemple, le respect des consignes de distanciation physique. Donc, avant de les introduire à l'intérieur de l'officine, il faut leur rappeler ces consignes. Bien sûr, il faut les désinfecter, désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique ou la solution hydroalcoolique mise à leur disposition au point d'entrée. Et puis les orienter dans le bon circuit selon leurs besoins, ce que je disais, afin de minimiser leur temps d'attente. S'il est venu juste pour une boîte de paracétamol ou pour un flacon de shampoing, voilà. Donc, on peut lui réduire son temps d'attente. Respecter les règles de limitation du nombre de personnes à l'intérieur de la pharmacie, là, c'est clair, en fonction de l'espace que nous avons à la pharmacie. Donc, il faut introduire un nombre limité de personnes, 1, 2, 3, voire en fonction de l'espace que nous disposons. Faire en sorte que les clients ne se croisent pas dans le circuit mis en place, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent avec une carte Chifa, donc il est clair que leur temps d'attente est plus important. Il y a des personnes allez-y, monsieur Abdelkader. Allez-y, monsieur Tahria. Désolé, c'est probablement une erreur de manipulation. Oui. Très bien. Donc, je disais, respecter les règles de limitation du nombre de personnes à l'intérieur de la pharmacie, faire en sorte que les clients ne se croisent pas dans le circuit mis en place, avec ou sans ordonnance, achat de produits parapharmaceutiques ou cosmétiques, restreindre aussi certains accès au seul personnel de l'officine. Exemple, les toilettes, voilà. Espace de vente. Donc là, on a fini pour l'organisation donc à l'extérieur. Je disais tout à l'heure, il y a toute une organisation à mettre en place à l'extérieur de la pharmacie. Quand je dis à l'extérieur, donc au point d'entrée, même à l'extérieur de la pharmacie, pour organiser, rappeler aussi les personnes, si toutefois on a un certain nombre de personnes qui sont dans la file, qui sont en chaîne. Donc, il faut leur rappeler qu'ils doivent respecter les distances. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, très bien, très bien. Donc, je disais, donc l'organisation à l'extérieur ne se limite pas seulement au point d'entrée de l'officine, mais aussi à l'extérieur de la pharmacie pour organiser, si toutefois il y a une file, pour organiser la file pour les rappeler, leur rappeler les consignes de distanciation physique à l'extérieur de la pharmacie. Espace de vente, donc là on rentre carrément à l'organisation à l'intérieur de la pharmacie. Alors pour l'espace de vente, installer des mesures de protection physique au point d'interaction entre les clients et le personnel de la pharmacie afin de diminuer les risques de contagion. Exemple, bon, ça se fait aujourd'hui, beaucoup d'officines le fassent, des écrans, ils installent carrément des écrans en plexiglas. Enfin, selon, ça diffère bien évidemment d'une officine à une autre selon les moyens du port. On peut aussi faire mettre des rubans adhésifs carrément au sol afin de rappeler les règles de distanciation.
pour que les clients ne s'approchent pas du personnel de la pharmacie, mettre en place des circuits avec ou sans ordonnance, c'est-à-dire que là, c'est la personne qui est à l'accueil qui doit orienter les clients, qu'ils soient porteurs ou non d'une aura besoin juste d'un conseil ou d'un achat ou cosmétique. Respecter les règles de limitation du nombre de personnes, ça je l'avais dit tout à l'heure. Faire en sorte que les clients, bon, ça repart. Voilà. Oui, ça passe pas. La diapo suivante. Pourquoi? Désolé pour les... Oui, ça revient. Ça part et ça revient. Oui. Allez-y. J'arrive pas à faire défiler les... Oui, c'est bon. Donc, en restant toujours... C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Là, j'ai passé 2 fois. Alors, ok, bon, je vais utiliser le tactile. Alors, les mesures, toujours. Donc, on a parlé tout à l'heure de la réorganisation et de l'accueil, la réorganisation de l'officine au point d'accueil et à l'intérieur de l'officine. Maintenant, on va parler du nettoyage et de la désinfection des lieux. Alors, le nettoyage, ça c'est très important aussi, c'est des mesures barrières qui sont très importantes. Le nettoyage est une mesure importante pour diminuer le risque de transmission du virus qui peut survivre sur des surfaces durant des heures, voire des jours. Il est souhaitable de faire au minimum 2 nettoyages par jour. Les surfaces qu'il faut nettoyer, c'est bien évidemment les sols, les portes, comptoirs, frigos, chaises d'attente, clavier, souris, ramasse-monnaie, etc. Mais le nettoyage, il y a tout un protocole pour effectuer un nettoyage. Ce protocole, donc on doit procéder. D'abord, il faut savoir que le nettoyage précède toujours la désinfection, c'est-à-dire on fait le nettoyage, puis on fait la désinfection. Nous allons voir dans un moment c'est quoi la différence entre le nettoyage et la désinfection. Donc, le nettoyage se fait avec de l'eau savonneuse et elle se fait bien évidemment de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas. C'est-à-dire quand on nettoie un comptoir, par exemple, on nettoie du haut vers le bas. On commence toujours par, bien évidemment, les autres surfaces, puis le sol, c'est toujours le dernier. La désinfection, je viens de dire qu'elle se fait après le nettoyage à l'aide des produits appropriés, exemple la solution chlorée, l'eau de javel diluée à 0,5%. La désinfection s'effectue de la même manière, c'est-à-dire comme le nettoyage, de l'intérieur vers l'extérieur, du haut vers le bas. Après la désinfection, puisqu'il s'agit de l'eau de javel. Donc, c'est des produits désinfectants. Bien sûr, il y a actuellement, aujourd'hui, problème de connexion. Actuellement, il existe des produits, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont à la fois nettoyants et désinfectants. C'est l'idéal. Si on a à la portée ce genre de produits, il vaut mieux les utiliser que de faire le nettoyage et la désinfection, que de faire 2 opérations. C'est-à-dire le comptoir, les ramasses-monnaies, de nettoyer et de désinfecter s'il le faut. Il y a certaines surfaces qu'il faut désinfecter après chaque intervention ou chaque opération, telles que le clavier, les souris, comment on appelle le truc de paiement, comment on appelle ça, voilà, les ramasses-monnaies,
les terminaux de paiement, Covid positif ou quelqu'un qui est suspecté. Bon, je pose une question. Si toutefois il y a un passage dans la pharmacie d'un cas suspect ou avéré de Covid-19, que doit-on faire? C'est très important. Alors, je vous donne la réponse. Bien sûr, si on soupçonne un cas de Covid positif, on doit interdire l'entrée de nouvelles personnes dans l'espace de la pharmacie et procéder bien évidemment immédiatement à un nettoyage et à une désinfection. J'ai une autre question nécessaire pour les personnes désignées au nettoyage et à la désinfection. Donc, je disais tout à l'heure que c'est très important de respecter les protocoles de nettoyage et de désinfection et de désinfection. Donc, bien évidemment, on le fait, je disais tout à l'heure, on le fait minimum 2 fois par jour, donc c'est pas à chaque fois. Il faut réserver un. Là, la voix. Un caoutchouc slip d'endommage, semblant, utiliser éventuellement, dans la mesure de disponibilité, des visières telles que des capuchons aussi de nettoyage et de désinfection, instaurer les bonnes habitudes d'hygiène personnelle. Ça, c'est important, c'est-à-dire que des points positifs dans cette pandémie de coronavirus, c'est qu'on doit instaurer certaines habitudes d'hygiène, que ce soit durant le travail, durant le trajet, c'est-à-dire que quand le personnel quitte la pharmacie pour se rendre chez eux et pendant le retour au travail, y compris à la maison, dans son domicile, pour que ces habitudes soient instaurées de manière permanente. Voilà donc, grosso modo, ce qu'on doit faire, les mesures qu'on doit prendre au niveau de nos domiciles pour garder des lieux safe, pour protéger aussi les personnels de la pharmacie, mais aussi, surtout, les patients qui viennent nous visiter parce que on sait bien que le travail doit continuer, les services doivent continuer, les malades sont là, on n'est pas là seulement pour gérer la pandémie du coronavirus, mais aussi les services quotidiens qui doivent assurer, notamment pour les patients chroniques, il faut toujours continuer à sensibiliser, à prendre en charge, notamment en matière d'observance, d'éducation thérapeutique, quitte à réserver des espaces dédiés pour éviter qu'ils soient en contact avec les autres personnes. Donc il y a tout un travail, en fait c'est beaucoup, je veux dire, des actions, des tâches qui appartiennent aux personnels de la pharmacie. Voilà, donc je souhaite dire quelque chose en ma qualité aussi de membre du comité du conseil scientifique de la santé. Il est vrai qu'on a parlé, le président de la République avait déclaré récemment qu'il souhaite mettre une agence nationale de sécurité sanitaire pour réformer les composantes qui ne répondent pas aux exigences certaines en matière de sécurité. Donc ces réformes seront effectivement engagées, on l'espère bien.
une agence de sécurité sanitaire qui sera sous l'autorité de la République pour réformer le système de santé en Algérie. Il est clair que notre profession, à l'instar des autres systèmes de santé, s'important pour le contexte actuel en matière de santé publique, aura forcément, on le souhaite, en tout cas, des réformes dans la formation des pharmaciens, des réformes dans l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on a tous vu les difficultés qu'on voit votre connexion Internet est très stable. Vous m'entendez toujours? Donc, nous avons eu énormément de difficultés en matière d'approvisionnement, que ce soit des matières premières, que ce soit des moyens de protection, sachant que notre industrie n'est pas totalement autonome, n'est pas totalement autosuffisante. Donc, on doit initier des réformes dans ce sens pour atteindre une certaine autosuffisance en matière de produits pharmaceutiques. On a des soucis aujourd'hui aussi sur certains dispositifs, que ce soit les moyens de protection, les masques, énormément de dispositifs, même en matière de dépistage, nous avons rencontré aussi des difficultés. Voir des tests de réactifs, de dépistage, de transport d'équipe, de transport de prélèvement. Donc, il est vrai que cette pandémie, c'est une problématique en soi, mais aussi on doit tirer du positif dans cette pandémie pour entamer des réformes qui soient qui répondent aux attentes en matière de santé publique en Algérie. Le pharmacien, donc, de par sa proximité, doit être impliqué davantage dans le système de santé, donc il doit être un acteur dans cette réforme. Aujourd'hui, le système de santé n'est pas centré, contrairement à ce qu'on disait avant, sur les patients, mais il doit être centré sur les citoyens. Parce qu'il ne faut pas prendre en charge, il ne faut pas non seulement prendre en charge les patients, mais il faut prendre en charge les citoyens. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est la prévention. Donc, quand je dis prévention en matière d'alimentation, il faut instaurer les habitudes de la consommation de moins de sucre, moins de sel, la lutte anti-tabac, la pratique de l'éducation physique et sportive. Voilà, donc c'est toutes ces mesures-là, c'est tout cela qui concerneront les réformes, nous l'espérons bien évidemment, qui vont venir dans les prochaines semaines, voilà, mais qui risquent de durer longtemps quand même, parce qu'il y a énormément de choses dont il s'agit. En conclusion, la pandémie Covid-19 a modifié grandement l'organisation du travail au sein de notre officine. C'est une conclusion qui ne concerne pas ces réformes et qui concerne un petit peu mon intervention. Donc, cette pandémie, il est clair qu'elle a modifié beaucoup de choses pour les officiers en matière de prestation de soins et services, mais au moins, ce dernier, qui est un acteur majeur de la chaîne de distribution, doit continuer à exercer son activité pour permettre l'accès et la disponibilité des produits aux patients. La mise en place des mesures éducatives tout à l'heure et leur respect, c'est important, un respect strict de ces mesures pour qu'on puisse assurer à la fois la sécurité des patients, des pharmaciens et de leurs collaborateurs. Je vous remercie pour votre attention. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant. D'accord, donc merci beaucoup. Donc je disais merci beaucoup Dr Abdelkarim Touhriya pour cette présentation que je trouve exhaustive, claire. Donc il y a beaucoup de recommandations et beaucoup d'informations. Donc on aura certainement donc, des questions. Donc, c'est pour ça que j'invite
j'invite les auditeurs, les participants donc, à poser leurs questions sur la colonne dédiée pour la conversation et on va les transmettre aux intervenants. Donc, avant de passer la parole donc, à M. Delambré, donc, nous souhaitons la bienvenue donc, à Madame, les membres de la section de la pharmacie d'officine au niveau de la Fédération algérienne de pharmacie, Madame Wadar Nessima et M. Emin Misbah, qui sont avec nous donc, voilà, au panel. La parole donc, sera donnée Dr Moussaoud Delambré, qui est président du SNAPOS, syndicat national des pharmaciens d'officine, qui va nous parler essentiellement des démarches entreprises par le syndicat ou bien le SNAPOS pour participer dans la lutte contre le Covid-19. Donc, M. Delambré, à vous la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde m'entend bien. Ça va? Oui, très bien. Ok. Donc, مساء الخير Hakim, Yassine, Dr Touharia, tous les auditeurs, notamment la section donc, officine, notre ami Amin Misbah, et j'ai remarqué qu'il y a parmi les auditeurs honorable professeur Arnaud, que vous savez particulièrement et je vous salue tous. Permettez-moi juste au début d'avoir une petite pensée à notre frère qui s'est tué lui-même il y a exactement presque 2 ans jour pour jour. Hier, c'était le deuxième anniversaire de son décès. Et permettez-moi d'avoir une pensée très forte pour votre famille. نتمنى ربي يرحمه ويرحمه جميع الزملاء اللي توفوا نتحرم هناك خاصة الصيادلة والأطباء ربي يطمنهم وربي يشفيهم جميع المرضى المرضى surtout en ces circonstances particulières donc, de cette pandémie Covid-19. Donc tout le monde est concerné, particulièrement donc l'armée de la santé et spécifiquement les pharmaciens d'officine qui sont au premier rang. Vous me voyez toujours? Oui, très bien, on vous entend très bien, 5%. Ok, très bien. Donc, depuis le début de la crise, donc les pharmacies sont restées ouvertes. Il n'y en a pas une qui a fermé, malgré les conditions difficiles qu'ont eu donc à vivre et à passer les pharmaciens. Malgré le confinement total à Prida, et je tiens aussi à rendre un hommage particulier à nos amis pharmaciens de Prida qui ont passé des semaines très difficiles. Donc, on a eu des difficultés de personnel à gérer parce que beaucoup de personnes sont parties au niveau des officines à cause du manque de moyens de transport. Aussi, dans le cadre de l'exercice, on a manqué de dispositifs et de moyens de protection. Ça, c'est une chose à remarquer et à souligner. Alors qu'on était censé le mettre à la disposition de nos citoyens, malheureusement, même les professionnels de santé, notamment ceux qui sont installés à titre privé, les pharmaciens par exemple, n'ont pas pu disposer de manière convenable de ces moyens. Et donc, la particularité aussi de les jours particulièrement exposés puisqu'ils gèrent un espace de santé, ils reçoivent tout le monde, c'est un espace de santé ouvert à tous, sans distinction, qui sont particulièrement exposés et chaque jour ils rentrent chez eux. Donc, ils continuent de se réformer pendant. Nous déplorons à ce 19 atteintes au sein de la nation, au sein de la communauté pharmaceutique d'officine, dont un malheureusement décédé, mais nous avons à ce jour 11 répartitions. Sur le plan économique, vous m'excusez, j'aborde le sujet un petit peu de différentes étapes, mais à la fois j'aborde chaque sujet sous ses différentes facettes.
Par rapport aux difficultés, actuellement, donc, on a eu principalement à gérer les difficultés sur le plan économique, puisqu'il y a une très importante le fonds de garantie, ça va jusqu'à 60% de diminution, vu les Covid. Et donc, notamment, ces difficultés économiques sont liées également au tiers payant, puisque nous avons affaire à une convention. Les pharmaciens sont conventionnés avec la FNOS, c'est pour de nombreux pharmaciens de difficulté. Ces structures ont pratiquement fermé, mais le pharmacien a été dans l'obligation de continuer à assurer ses obligations conventionnelles. Malheureusement, on a remarqué au niveau de plusieurs également pas de traitement de dossier. On a eu à intervenir plusieurs fois les deux DG pour régler les problèmes très éduqués pharmaciens de manière grave, puisque les difficultés financières se répercutent directement sur les capacités économiques de l'officine, sur les capacités d'approvisionnement, mais aussi sur le fait que les pharmaciens peuvent honorer les chèques et les traites remis par le ministère des Finances. C'est des conséquences très graves, c'est des interdits budgétaires, des comptes bloqués, etc. Donc ces retards portent un grand préjudice au fonctionnement des officines qui, elles, doivent continuer à assurer les services aux citoyens et aux malades. On a vu que, vu la difficulté rencontrée par de nombreux malades et de nombreux concitoyens à obtenir les ordonnances du fait de la fermeture de nombreux cabinets médicaux qui à ce jour restent fermés. On a remarqué une petite reprise, une sorte de normalisation, mais du fait de cette difficulté à avoir des ordonnances, la FNOS et la CASNOS ont eu recours, avec l'accord du ministère de la Santé, à une dérogation pour les pharmaciens pour renouveler les traitements des malades chroniques pour une durée d'un an. Cette dérogation a pris fin donc jeudi passé, donc elle n'est plus valable. Donc c'est une mesure qui a été annulée, mais ceci quand même peut tenir compte du volet des réformes, parce que comme ça se fait dans de nombreux pays, je ne parlerai pas de la prescription capsule, mais de renouvellement des traitements de la part des pharmaciens pour les compliqué à revenir, puisqu'il a été prouvé que c'était possible que le pharmacien peut passer au renouvellement sans prescription. On passe ce temps en revendiquant et nos réformes qui touchent. Je parlerai également des difficultés rencontrées par rapport aux approvisionnements en matière de dispositifs et de produits de protection, donc notamment les gels parapluies, les gants, les masques, à ce jour les problèmes posés. On remarque que sur un plan médiatique, des initiatives pour la confection de masques en tissu sont encouragées, elles sont mises en valeur par nos autorités. Il y a des centres de formation qui se sont lancés, il y a même nos bureaux de wilaya qui se sont lancés dans la confection de ces masques à travers 4 wilayas, type Hazard, Jésus, Saïda et Bjaya. Mais malheureusement, on remarque que une comparative c'est un peu paradoxal. Il y avait 2 centres de brigades de gendarmerie. Alors on a perdu la voix. Au niveau des saisie de ces dispositifs qui sont considérés parfois comme n'étant pas conformes. Donc c'est un peu paradoxal, alors qu'on voit qu'un peu pays occidentaux et développés, on encourage l'usage et le recours à ces masques alternatifs, comme ça se fait en France, en Allemagne, en Belgique, de manière très large. Là aussi, il y a une défaillance et on a remarqué que ces produits ont fait l'objet d'une surenchère, de spéculation, parce que le marché n'est pas géré de manière conforme, c'est géré par des non-professionnels. La distribution gros de ces dispositifs de protection, donc des gels, des masques, etc.,
c'est l'exercice en parapharmacie. Là, je pense qu'il faut inscrire dans les réformes que ces produits qui sont essentiels, qui sont quand même dans le cadre de la sécurité sanitaire, soient désormais exclusivement du secteur pharma, du secteur du médicament pour plusieurs raisons. Pour une question de disponibilité, pour une question de régularité du prix, mais aussi pour une question de sécurité, de fiabilité et de traçabilité. Donc ça aussi c'est un point inscrit dans la prochaine réforme. Nous avons à gérer malheureusement dans notre exercice quotidien, nous faisons face à des ruptures, pas seulement de ce produit et de ce dispositif de protection, mais même pour la disponibilité des médicaments, il y a un problème. Notamment au cours des 2 premières semaines, il y a eu un problème d'approvisionnement des officines. Beaucoup de distributeurs ont connu une certaine perturbation parce qu'eux, ils ont eu donc à s'organiser par rapport au déplacement de leur personnel, de leurs moyens de transport, etc. Mais ça s'est stabilisé dès la deuxième semaine. L'implication des pharmaciens médicaux dans le cadre de cette pandémie s'est marquée sur le plan de la solidarité et de l'organisation des temps. Nous avons qui ont principalement servi pour l'approvisionnement des hôpitaux. Donc il y a eu même l'achat de gros matériel, etc. Nous avons des exemples de wilayas qui ont récolté pour une valeur de 3 millions jusqu'à presque 10 millions de dinars par hectare. Tout ça, c'est des opérations organisées localement avec les juridictions de la santé, avec les validés, dans le cadre des comités locaux installés à cet effet, des comités de veille, notamment pour le suivi de la lutte contre cette pandémie. Nous avons rencontré un seul problème, je tiens à le signaler, c'est avec le Wadi de Bayed, qui une fois tous ces dons ont été récoltés, avait exigé qu'il y ait une autorisation spéciale du Premier ministre pour qu'elle soit remise aux hôpitaux alors qu'ils sont fortement besoin. Nous avons saisi le Premier ministre et le ministre de la Santé pour qu'ils interviennent. Alors que certaines pharmacies hospitalières n'étaient pas encore approvisionnées en produits, il y a eu des campagnes de vente des pharmacies d'officine pour donc récolter les boîtes nécessaires qui ont servi au lancement du traitement des premiers malades qui ont été mis sous protocole. Donc, nous avons eu l'honneur de participer avec nos amis du Conseil de l'Ordre et de l'AFPA à la gestion de la distribution des dotations qui ont été donc décidées par le ministère de la Santé et données par la PCH pour les professionnels de santé du secteur libéral qui ont été donc distribués prioritairement au début donc à AHG qui sont en train de à toutes les wilayas. Avant, c'était des dotations pour l'utilisation personnelle. La plupart du temps, les pharmaciens ont du masque. Bon, ça reste symbolique, mais quand même, c'était important. Donc, en matière de réforme après la crise, je pense que tout le monde s'accorde à dire que comme partie de la formation, vous avez tous, tout le monde s'est fait sur le pas. Je pense qu'il est temps que cette formation soit organisée, complètement organisée. Qu'elle soit diplômante, qu'elle soit ciblée et utile. On va aussi dans le cadre des réformes d'agence de sécurité sanitaire, tout le monde attend beaucoup de cette agence de sécurité sanitaire. J'espère au moins que les pharmaciens sous différentes organisations soient associés et qu'ils fassent partie de cette agence de sécurité sanitaire
qui pourra prévenir, qui pourra tracer des plans, qui pourra donc faire de la programmation pour qu'en cas d'imprévu, en cas de pandémie, en cas parce que l'autre Covid, on ne sait pas ce qui va arriver, pour que les choses se passent de manière beaucoup plus efficace et plus rapide, que tout le monde soit déjà prêt à parer ou bien à répondre ou bien à s'adapter à ces situations de santé. Ici, je tiens aussi à revenir sur l'aspect économique, parce que l'officine, pour qu'elle soit en mesure de donner ou bien de fournir un service de qualité, je pense qu'il faut que les pharmaciens soient convenablement rémunérés. Actuellement, les seules rémunérations que nous avons, c'est des marges qui ont été totalement écrasées. Nous avons les majorations qui sont toujours sous la menace de la sécurité sociale d'être supprimées. Et là, je tiens justement à lancer un appel à travers ce webinaire à tous les pharmaciens qui soient toujours vigilants et prêts à réagir pour défendre ces acquis qu'il ne faut jamais laisser, parce qu'on ne considère pas que c'est une rémunération seulement pour la dispensation des médicaments produits localement ou bien des médicaments génériques, mais c'est surtout une juste rémunération pour un énorme travail consenti par les pharmaciens dans le cadre d'une tiers payant. Je dis que les pharmaciens jouent actuellement un rôle très important. On a déjà souligné son rôle dans la dispensation sans ordonnance pour les malades qui ont besoin de continuer à prendre le traitement. Actuellement, le tiers payant est totalement assis sur les pharmaciens d'officine, et les pharmaciens consentent beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices pour maintenir ce système. Donc, il est très important que ces incitations et ces majorations soient maintenues, quelles que soient les difficultés que la sécurité sociale rencontre. Parce que si les pharmaciens tombent, la sécurité sociale ne sera pas stable. Voilà, donc je pense que les pharmaciens ne doivent pas être relégués à un second ou bien un troisième plan. On sait qu'il y a des retraites, on sait qu'il y a des soins médicaux, mais les pharmaciens jouent un très grand rôle. Ils avancent vraiment un traitement à des millions de citoyens dans le cadre du système du tiers payant. Ils endossent beaucoup d'efforts, de difficultés, ils font beaucoup de sacrifices, ils font un énorme travail administratif, et donc les majorations sont à défendre et sont à préserver. Et là, le SNAPO affirme encore sa position par rapport à son attachement à la rémunération des pharmaciens d'officine, notamment donc dans le cadre du tiers. Par rapport à toutes ces difficultés rencontrées par les pharmaciens, je tiens à souligner un dernier pharmacien. Que le SNAPO a adressé un rapport détaillé au président de la République, au ministre des Finances, au ministre des Finances, concernant donc ces difficultés économiques qui ne datent pas du Covid, mais qui se sont aggravées lors de cette crise du Covid, et on a demandé donc des mesures fiscales spécifiques aux pharmaciens d'officine. Je tiens aussi à exprimer mes regrets par rapport à l'attitude et à la complaisance, je dirais, de certains professionnels de la pharmacie qui prennent un petit peu à la légère cette question des incitations et de la rémunération des pharmaciens dans le cadre dans le volet social, mais ce n'est pas du tout une chose à prendre à la légère. C'est un acquis auquel nous devons rester toujours très attachés. On parle aussi donc du service de qualité, et on parle justement dans le cadre de ces réformes auxquelles nous aspirons après cette crise, dans le cadre de l'ex-application de la loi sanitaire, notamment dans l'article qui parle des services liés à la santé. Donc, cette crise a démontré que les pharmaciens peuvent jouer un rôle très important sur plusieurs plans, sur le plan du conseil, sur le plan de la prévention, sur le plan de la prise en charge des malades sur tous les aspects, pas seulement dans le cadre de la délivrance sans ordonnance, mais
aussi dans peut-être l'orientation, le diagnostic ou bien. Donc, par rapport à tout ça, l'article qui parle du service lié à la santé, il appelle à promulguer et à ouvrir beaucoup de possibilités et de champs et de pactes pharmaceutiques au niveau de l'origine. Mais là, justement, puisqu'on parle de services liés à la santé, pacte pharmaceutique de pharmacien pourra assurer au niveau de son officine dans l'intérêt de la santé publique, dans l'intérêt de nos concitoyens, dans le cadre d'une meilleure prise en charge des malades, il est aussi donc temps de réfléchir à de nouvelles modes de rémunération pour que tous ces efforts qui sont fournis par les pharmaciens, qui sont répertoriés, qui seront dans des textes d'application, il faut aussi qu'ils fassent l'objet d'une rémunération juste et tout à fait méritée pour les pharmaciens. On parle de qualité de service, on parle d'amélioration du service fourni par les pharmaciens, donc notamment à travers le recrutement d'un personnel qualifié, un personnel formé. Malheureusement, le dossier formation reste toujours trop dans le ministère de la Santé et le ministère de la Formation professionnelle. Il y a un énorme travail qui a été fourni pendant 3 ans par le SNAP dans ce sens. C'est tout à fait normal que le pharmacien veut améliorer la qualité des services fournis au niveau de l'officine, notamment par la qualité de l'officinage. Et là, justement, on résulte de cette formation. Il faut plus recruter comme ça. On ne peut pas recruter des diplômes universitaires. Nous avons besoin de personnel spécifiquement formé pour l'officine. Nous avons aussi besoin d'améliorer la qualité de nos services par le recrutement des pharmaciens assistants. Mais tout ça, le niveau de service, le niveau de recrutement, la qualité du service, ça a un coût. Et c'est pour ça que je reviens toujours à une juste rémunération de tous les services et de tous les efforts qui sont donc fournis par les pharmaciens d'officine. Voilà, donc j'ai essayé de parler un peu de toutes les difficultés, de toutes nos aspirations pour l'avenir en matière de réforme. Dr Touari a parlé de l'industrie. C'est un point et un secteur stratégique pour notre pays. Il ne s'agit pas seulement de l'industrie. Cette crise a démontré une industrie très forte, tous secteurs confondus, notamment dans l'industrie textile, notamment dans l'industrie chimique, et une industrie qui peut s'adapter, une industrie qui est liée à la recherche scientifique avec l'université. Et tout ça, toutes ces liaisons-là, l'université, la recherche, l'industrie, le secteur pharmaceutique, l'officine, la qualité de service, tout ça c'est un ensemble. C'est des éléments qui ne peuvent se détacher les uns des autres. Normalement, un pays comme l'Algérie, avec tous les complexes qu'on a eu il y a 15 ans ou 20 ans, avec son problème de balle, ne peut pas se poser. Le problème de balle, donc tout ça, c'est pour ça que, d'accord, tout le monde s'accorde après la crise, plus rien ne sera comme avant. Mais il faut aussi que nos esprits ne soient pas comme avant. Il faudra que les initiatives soient prises, qu'elles soient encouragées, qu'il y ait des réflexions dans le bon sens. On a vu que l'Inde a bloqué les exportations de l'hydroxychloroquine, les pays européens ont bloqué les exportations des masques, etc. Donc, on ne doit plus être otage de ce genre de petits détails. C'est vraiment une industrie assez développée. Si on avait vraiment encouragé nos compagnies, on avait vraiment une stratégie, une planification bien mesurée et bien calculée, je pense qu'on n'aurait pas souffert, comme on a souffert ces dernières semaines, de toutes ces défaillances que nous avons. Voilà, je pense. Je rappelle aussi donc le SNAPO avec une note, je tiens à saluer une note qu'on a fait initialement de qui va plus de sensibilisation de conseil. Je tiens à saluer aussi donc le bureau d'Alger à qui on a confié la tâche d'élaborer un manuel
de procédure pour tout ce que a présenté M. Fahrian en matière de dispositions à prendre au niveau de l'officine, que ce soit sur le plan interne ou bien vis-à-vis de nos patients et de nos clients. Donc, c'est un formulaire qui a été élaboré et distribué à tous les wilayas et à tous les pharmaciens. Voilà, je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi et je suis à votre disposition. Merci infiniment, Dr Belambri, pour votre présentation qui nous rappelle complète, qui nous rappelle combien la disponibilité des pharmaciens a été exceptionnelle durant cette crise Covid. Et c'est l'une des pratiques médicales qui a été la plus maintenue durant cette crise. Donc, vous faites bien de le rappeler. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas si on m'entend. J'ai l'impression que l'image sont figées. On m'entend? Allô? Oui, on t'entend bien sûr, David. Ah d'accord, j'avais l'image figée chez moi. Alors, je vais sans plus tarder passer aux questions. On va essayer d'être rapide, faire des questions rapides, des réponses rapides si possible à chaque fois. Alors, une question qui nous vient sur l'écran. On a vu les prix des masques depuis le début de la crise tomber. Les citoyens considèrent le pharmacien comme un ça fait l'ordre et SNAPO pour réguler les prix des bavettes imprimées, comme dans les pays voisins, sachant que nous sommes en période de déconfinement et que l'OMS recommande le port de masque obligatoire à la population générale. Donc, vos avis respectifs sur la régulation des prix des masques, si l'on venait à déconfiner et rendre obligatoire donc, le port de masque. Donc, qui souhaite prendre la parole, Dr Faria, de votre question? Oui, merci. Merci à vous. C'est aussi un souhait pour nous de réguler les prix, de plafonner les prix des masques, non seulement des masques, mais aussi d'autres moyens de protection, comme cela a été fait dans pas mal de pays. Pas loin, au Maroc, aujourd'hui, les masques sont plafonnés, les prix sont rapportés aux citoyens. Je voulais juste rappeler que l'Algérie, en temps normal, disposait suffisamment confectionné les masques. On n'avait pas de soucis, mais seulement en cette pandémie de coronavirus, nous avons eu une utilisation qui est bien évidemment très élevée de masques de protection. Cela a engendré une rupture. Bien évidemment, il y a eu des exportations, je rappelle, il y a eu des exportations. Donc, les Chinois, je me rappelle au début, au mois de février, une exportation de plus de 20 millions de masques vers la Chine. Ça, c'est un problème. Donc, il y avait une utilisation, il y avait de la spéculation sur les masques. Et des structures ont été détournées pour spéculer par la suite avec. Et on rappelle aussi que ces masques, tous les citoyens, par suite, au mois de mars, effectivement, nous avons remarqué un manque énorme, flagrant de ces masques. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que l'État recommande, bien sûr, les protecteurs, notamment les starters, etc., pour porter des masques alternatifs qui peuvent être une solution pour les cas qui ne sont pas contrôle des personnels de santé. Il y a qui s'occupe actuellement des professionnels de santé qui sont publics. Il est clair que nous avons besoin
les masques de risque, c'est vraiment du domaine c'est très compliqué. Mais on est en train de voir avec les autorités pour qu'on puisse essayer de plafonner le prix du masque et de rendre ces masques disponibles, notamment dans les officines. Merci, Dr. Faria. Vous pouvez quand même donner la parole à nos représentants de la section officine, du bureau de section officine, Dr. Fouader ou Dr. Bach, qui sont là. Ils doivent activer leur micro s'ils souhaitent intervenir sur ces questions, sur la pratique officinale, qui sont parmi nous. Je pose la seconde question qui m'a été transmise. Oui, Fadel, ils sont là, j'aimerais bien qu'ils activent leur micro. Fadel ou Bah. Ils veulent intervenir. Sinon, j'avais une autre question. Alors, comment se fait-il qu'en plein confinement, nous acceptons de les placer à la PCH? Donc, c'est par rapport à la dispensation hydroxychloroquine. Comment se fait cette dispensation, sachant que le pharmacien est appelé à se déplacer au niveau de la PCH pour obtenir ce traitement et de le dispenser à son patient? Est-ce que vous pensez que cette procédure est pertinente? Donc, Dr. Betry, sur la dispensation par les... Bon, avant de répondre à cette question, la question oui. revient au secteur pharma, qui sort du secteur de distribution de la parapharmacie. Je pense que c'est le meilleur moyen d'assurer sa disponibilité à un assurer aussi sa qualité. Par rapport à l'hydroxychloroquine, après mon ministère, abandonner la procédure qui a été parce qu'effectivement, nous trouvons qu'elle est contraignante et qu'elle peut aussi voir leur traitement de manière régulière. L'impact se passe à la PCH, il va voir quelque part pour chaque maladie, et ceci de manière répétée et périodique. Donc nous, c'est sûr que nous devons nous rejoindre tout à fait inquiétude et nous la comprenons pour que le médicament ne soit pas utilisé à tort et à travers et qu'il ne soit pas au niveau des marges pour son utilisation éventuelle contre le Covid. Nous rappelons que les malades qui sont mis sur le Covid, ils le sont en milieu hospitalier. Donc il est vraiment inutile de stopper ces médicaments. Et pour lutter justement pour ce détournement éventuel, le ministère de la Santé a mis en place, il a exigé un dossier médical pour chaque malade, donc l'ordonnance, l'attestation médicale, la carte professionnelle de santé, donc le pharmacien, et la carte CHIPA, la pièce d'identité du malade. On est d'accord pour lutter. On est d'accord donc pour lutter contre l'abus d'utilisation, mais nous sommes contre le fait que le pharmacien se déplace dans la PCH. La distribution doit être assurée par des répartiteurs, par nos grossistes, qui peuvent aller à la PCH récupérer ces médicaments pour plusieurs pharmaciens et pour plusieurs malades, et qui vont assurer donc la distribution aux pharmaciens concernés. Donc, je pense qu'il est tout à fait normal d'assurer la disponibilité de ce médicament pour nos malades chroniques habituels de manière plus simple et moins contraignante pour les pharmaciens par des lignes et grossistes, tout simplement, tout en fournissant le dossier médical qui est exigé par le ministère de la Santé afin de lutter contre le détournement et les abus. Voilà, nous avons fait une étude dans ce sens, une proposition dans ce sens au ministère de la Santé. J'en ai même discuté avec un micro-acteur
Bon, malheureusement, les conditions nous ont empêchés de nous déplacer ensemble au ministère pour appuyer cette demande. J'espère qu'elle va être acceptée et appliquée par le ministère de la Santé. Oui. Oui. Si vous permettez. Allez-y, je parle. Alors, effectivement, les autorités de santé ont validé le protocole thérapeutique en compatibilité avec la routine. Et suite à cela, ces mêmes autorités ont réquisitionné au niveau de la PCH tout le stock disponible au niveau des producteurs. Donc là, ils ont fait un rappel même des stocks disponibles chez les grossistes. Suite à cela, donc tout de suite, on a posé le problème effectivement des malades, des patients chroniques et qui sont sous hydroxychloroquine. Et donc, ensemble avec les autorités sanitaires, nous avons mis en place une procédure pour justement avoir une traçabilité sur l'hydroxychloroquine pour éviter qu'il y ait au niveau de l'Hongrie, un peu qui soit détourné ou stocké inutilement au niveau des officines, sachant que ce protocole a été adopté et nous avons besoin au niveau des structures hospitalières là où se prennent en charge, sont pris en charge des patients publics positifs. Donc cette procédure, effectivement, elle nécessite un petit dossier médical qui est bien évidemment la prescription médicale et le certificat médical, attestant aujourd'hui c'est vrai on peut demander à un médecin. Malheureusement c'est la réalité à l'installateur aujourd'hui. Tout le monde peut avoir une prescription médicale de traitement quelconque, mais par contre ce qui est difficile à avoir aujourd'hui, je ne connais aucun médecin qui atteste d'une pathologie sans savoir consulter, sans que réellement cette pathologie existe chez les patients qui consultent. Donc, il est impossible d'avoir un certificat médical attestant une pathologie au sein des cuisses ou de l'air. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avions exigé le certificat médical. Bien évidemment, aujourd'hui, pour pouvoir facturer un produit chez un fournisseur quelconque, même aujourd'hui, en tant que citoyen, et vous demandez une facture de pharmacien d'officine, il vous demandera, si c'est une entreprise, bien évidemment, si c'est une personne physique, il vous demandera la carte professionnelle, le registre commerce, l'attestation fiscale, etc. C'est le dossier réclamé mais une seule fois pour avoir un dossier client au niveau de la PCH. Pourquoi la PCH? Pourquoi le pharmacien? C'est le pharmacien qui doit se rendre à la PCH et non pas le distributeur. Je crois qu'on en a eu effectivement une discussion avec le docteur Benandri. Remettre le dossier médical, à mon sens, pour le grossiste, sachant que le grossiste, c'est un démarcheur, c'est un chauffeur qui va aller chercher ses médicaments. Moi, à mon sens, ça me paraît comme étant une violation du dossier médical. Moi, je n'ai pas, en tant que pharmacien d'officine, je n'ai pas la conscience tranquille, je ne peux pas. Je ne pourrais jamais remettre un dossier médical d'un patient, sachant qu'il y a dans ce dossier sans certificat médical, sans sa prescription, éventuellement, sa photocopie de sa carte Chifa ou ça peut être une identité, juste pour créer un fichier de ces malades au niveau de la PCH. Sachant aussi que ce traitement, je suis pharmacien d'officine, je suis installé dans une zone où il y a un grand centre de rhumato, de dermato. Donc, et malgré cela, je ne reçois qu'une ou deux prescriptions par mois, on va dire, en moyenne. C'est pas énorme. Donc, je pourrais faire pour le malade, pour le patient, aller à sa place. Sachant que dans le patient, nous étions déjà des clients de la PCH. Nous étions, je me rappelle, dans les années 2000, on se déplaçait chaque matin pour
gens d'approvisionnement auprès des différentes unités de Saïda, auprès de la PCH, auprès des farms, donc, sachant que c'est une période aussi transitoire qui ne va pas durer, ce sera juste un mois et demi, 2 mois au plus, nous pouvions bien évidemment faire cet effort pour nos patients. Moi, ça me donne. Il y a effectivement un problème pour les zones où il n'y a pas de centres régionaux de la PCH. Pour cela, nous avions convenu avec le gestionnaire de la pharmacie qui vient d'être installé pour que dans ces zones-là, les malades puissent s'approvisionner près des pharmacies hospitalières de la région. Merci, M. Correa. Donc, je rappelle que cette question, finalement, c'était un résumé de 3 ou 4 questions de 4 participants différents, donc qui posaient la même question, donc c'est-à-dire le même contenu presque. Et le problème qui se pose, c'est par rapport à ce pharmacien d'origine qui est loin d'Alger. Donc ça devient pénible comme mission à chaque fois, donc il vient, il se déplace en plein confinement à Alger. Il doit faire des autorisations ainsi de suite pour s'approvisionner de cette molécule. Mais non, c'est-à-dire qu'il cherche une solution alternative. Et personnellement, je trouve que la proposition de M. Delambre par rapport à un distributeur, il y a aussi donc, un pharmacien directeur technique. Là, on peut régler ça, c'est-à-dire qu'on peut instaurer la confiance via les distributeurs et tout ça pour ne pas créer à chaque fois beaucoup de déplacements, sachant que nous avons au voisinage de 12 000 officines à l'échelle nationale. Et là, ça poserait un petit peu un problème par rapport à ça pour gérer convenablement cette situation. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Oui, encore une fois, je reviens sur le secret professionnel, c'est-à-dire la violation du dossier médical du patient. Je disais tout à l'heure que nous n'avons pas énormément de prescriptions d'hydroxychloroquine pour ces malades. Personnellement, je suis pharmacien d'officine et j'ai eu à faire cette opération 3 ou 4 fois. Contrairement à ce qui se dit par-ci, par-là, il y a des attentes. Il n'y a pas d'attente. En 5 minutes, on peut s'approvisionner. Il y a un souci, effectivement, que nous avions réglé, c'est l'absence de ville. Effectivement, la PCH, actuellement, c'est une pharmacie qui sert les hôpitaux. Donc, il n'y a pas de vignettes à leur disposition. Nous avons fait un courrier au directeur général de la PCH pour régler le problème de vignettes, justement. Et là, nous avions par la même contacté le producteur, d'abord la CPCR, qui a mis à la disposition cette semaine, nous allons avoir des vignettes. Pour ceux qui n'ont pas encore de vignettes, le producteur de CPCM a mis à la disposition des pharmaciens d'officine au niveau de la PCH des vignettes. Mais cela dit, on peut toujours améliorer. Effectivement, le pharmacien a des difficultés pour s'approvisionner. Docteur Belambri, moi je suis disposé, si vous voulez, on peut se rendre ensemble. Maintenant qu'il y a une direction de la pharmacie qui vient d'être installée, le directeur vient d'être installé, on pourra effectivement essayer de trouver je rappelle que Mme Fouad Al-Nassima et Amin Misbah ont toujours la parole, si vous voulez dire quelque chose. Donc on doit transmettre aussi les remerciements des participants aux 2 interventions de la carte tout à l'heure. Une autre question, donc M. Correa, donc là, par rapport aux recommandations que vous avez citées dans la présentation, par rapport à la gestion des flux, donc voilà, entrée, sortie, ainsi de suite, est-ce que c'est des recommandations qui deviennent obligatoires par rapport aux formations d'officine? Est-ce que vous avez pensé à travailler avec les instructeurs des différents DST pour un petit peu vérifier le respect de ces règles?
aussi des recommandations, ça j'ai entendu. Est-ce que des recommandations obligatoires? Non, ce pas des recommandations obligatoires. Maintenant, vous savez, les tailles des officiers de formation en Algérie, donc il y a des avancées de moins de 50 mètres carrés, donc référencer un para, tout simplement. Maintenant, il y a aussi des pharmacies très développées, de grands espaces, où il y a des séparations d'espaces, espaces de remplacement. On peut appeler ça espace para, espace pharma. Et à ce moment-là, de se servir de soi-même. Et effectivement, il est intéressant de créer des flux pour éviter, parce que c'est un espace de libre service. Donc, à ce moment-là, pour ce type de pharmacie, il est impératif de mettre en place ces flux de mouvement. Mais pour les pharmacies habituelles, comme